Bonjour. Moi, je vais vous présenter un petit peu mon rôle de mainteneur sur quelques branches stables du kernel. Je maintiens que des branches en fin de vie. Je préfère prévenir dès maintenant. La présentation, j'ai fait les slides en anglais. Ça permettra aux personnes qui ne comprennent pas le français de suivre quand même. La présentation est en français par contre. Donc, je maintiens des vieilles branches en fin de vie. En gros, à partir du moment où les mainteneurs des branches stables les lâchent, si j'ai un potentiel de les utiliser derrière, je les récupère. Donc j'ai commencé avec le 2.4 en 2006, j'ai récupéré 2.6.27 en 2010 et le 2.6.32 assez récemment. Déjà tout d'abord, qu'est-ce qu'un kernel stable? En gros, il faut voir ça comme une branche qui cesse d'évoluer, qui reçoit uniquement des correctifs. Donc c'est un fork du kernel, dans lequel on introduit que des correctifs ou des ajouts éventuellement d'ID, de driver. Il y a quelques règles quand même qui sont dictées sur les usages par rapport au kernel stable, ce qui peut être intégré dedans. Par exemple, par rapport à la taille des patchs, en fait, c'est pas trop un problème de taille, c'est un problème de complexité en réalité. Il y a le fait de ne pas intégrer des bugs, des correctifs de bugs qui n'intéressent personne. Donc je disais des ID éventuellement de nouveaux périphériques, on a ça assez régulièrement sur des cartes réseau par exemple, il y a des nouveaux ID qui sortent, il y a juste l'ID à mettre et ça marche. En revanche, ce qui est absolument indispensable, c'est que tout ce qui est intégré soit présent dans les branches plus récentes. En général, on observe deux versions qui sont maintenues en stable en parallèle parce qu'on se rend compte que les noyaux qui viennent de sortir sont quand même pas d'une qualité exceptionnelle et on ne peut pas se permettre de forcer les utilisateurs à upgrader d'une version qui commence à se stabiliser vers une nouvelle version toute fraîche qui ne fonctionne pas forcément tout de suite. Donc, qu'est-ce maintenant des noyaux long terme? Vous avez entendu parler des noyaux LTS ou Long Term Supported. Quelle est la différence avec les autres? En gros, c'est qu'ils sont maintenus beaucoup plus longtemps. Aujourd'hui, on a un nouveau noyau qui sort tous les 3 mois, donc on va avoir 3 à 4 mois à peu près de maintenance d'un noyau stable pour avoir un petit recouvrement avec la version suivante. Et puis après, vous êtes obligé d'upgrader. Puis souvent, vous vous rendez compte que quand vous upgradez, finalement, ça ne marche pas. Vous avez des régressions. Enfin, je pense qu'on a tous déjà vécu ce genre de choses. L'idée, c'est que y a des gens qui ont besoin d'avoir quand même des machines un peu plus stables, notamment sur des serveurs. Vous avez certainement tous vu des serveurs qui ont des uptime qui dépassent largement la durée de vie d'un noyau stable. Donc il y a eu une initiative qui a consisté à se lancer dans des noyaux maintenus beaucoup plus longtemps, donc 18 à 24 mois. Donc on les annonce à l'avance, on dit celui-ci va être stable, et puis va être stable et LTS, et à ce moment-là, on intègre des correctifs pendant beaucoup plus longtemps. Ça a commencé avec le 2.6.16, ça a été le premier à annoncer ça. Il a disparu un petit peu tout seul. Il n'y a pas eu vraiment d'annonce de fin, donc à un moment donné, il a été dit qu'il valait mieux arrêter de l'utiliser. Ensuite, ça a été refait pour le 2.6.27, donc que j'ai récupéré après Greg, qui est le mainteneur des noyaux stables. Pareil pour le 2.6.32. Aujourd'hui, on a le 3.0 qui est en LTS. Et depuis, il y a eu d'autres initiatives par d'autres personnes qui maintiennent différents noyaux LTS en parallèle. Donc à quoi ils servent ces noyaux LTS? C'est ce que je disais en gros, c'est ne pas forcer les utilisateurs à upgrader quand il n'y a pas besoin. C'est maintenir un risque de régression très faible sur les mises à jour. Ça sert en même temps à enlever toute excuse pour ne pas mettre à jour. On a tout le temps des problèmes de trous de sécurité, notamment dans des noyaux. C'est pas vraiment acceptable d'avoir des trous de sécurité sur des serveurs. Et quand les utilisateurs disent bah oui, mais moi je peux pas upgrader parce que quand je mets à jour ça plante, c'est pas très acceptable. Donc les noyaux LTS, c'est un bon moyen de se débarrasser justement de ces arguments. Et moi ça m'est arrivé plein de fois on va dire de réprimander certains utilisateurs qui avaient des noyaux plein de trous de sécurité en leur disant mais dans la même branche il y a des versions plus récentes, il y a plein de correctifs qui ont été appliqués, il faut les mettre à jour.
Un exemple tout bête aussi, c'est la gestion des configs. Quand vous changez de version, vous avez des nouvelles options de config qui apparaissent, des options qui disparaissent. Vous n'avez pas toujours le même fonctionnement que sur le noyau précédent. Sur des noyaux stables, en général, les configs ne changent pas. Vous faites un make all config, vous relancez, et puis vous avez le même noyau, juste avec les correctifs. Donc il y a vraiment très peu de risques de régression sur des noyaux stables, et c'est vraiment important de penser à se mettre à jour. J'ai noté aussi que ça a un autre effet bénéfique que j'ai déjà observé dernièrement, c'est que du coup il y a un petit peu moins de stress au moment des releases des noyaux officiels. Par le passé, on voyait que Linus passait pas mal de temps à essayer de stabiliser un petit peu le dernier release candidate avant une release, parce qu'il savait que les gens allaient l'utiliser. Et dernièrement, on a vu, y compris même sur des alertes de sécurité, ils disaient bon, c'est pas grave, je release comme ça, on fixera dans la pointe. Donc ça permet de mieux répartir les rôles. Il y a des gens qui développent et qui créent des nouvelles fonctionnalités, et il y a des gens derrière qui s'occupent de maintenir un niveau de qualité. Donc ça c'est pas mal, je trouve, parce que en gros chacun fait ce qu'il fait le mieux, et les rôles se répartissent bien. Qui utilise les noyaux stables, et en particulier les noyaux long terme? Donc je disais, tous ceux qui veulent de la stabilité, ceux qui ne veulent pas non plus passer leur temps à faire des bug reports. Moi je connais plein de gens, quand ils me remontent des problèmes, des oops, des paniques ou autres, je leur dis poste-les sur la LKML, ils me disent non, non, j'ai pas envie, c'est pas mon boulot, puis ils vont encore me poser plein de questions. Donc je sais qu'il y en a qui ne veulent pas s'embêter avec ça, ils considèrent que c'est pas leur job, c'est un job de développeur. Donc pour eux, des noyaux stables sont tout à fait adaptés, et en particulier des noyaux LTS. On trouve ces noyaux, pour ces raisons-là, on les trouve principalement sur des serveurs. Il y a quand même pas mal de gens sur des serveurs qui n'utilisent pas les noyaux de leur distribution, quelles qu'en soient les raisons, parce qu'ils doivent ajouter des drivers pour des périphériques additionnels, ou parce qu'ils ont des patchs de sécurité ou autres. Ils veulent les maintenir eux-mêmes. Donc on voit ça très souvent sur des serveurs, et on voit ça aussi sur des périphériques embarqués. Alors, quand je dis embarqués, c'est avec un bémol. Je ne parle pas des petits périphériques du genre les routeurs Wi-Fi ou autres que vous pouvez avoir, mais plutôt des appliances qui sont packagées par des entreprises, en gros, qui vont avoir besoin d'un noyau suffisamment stable pour pouvoir distribuer à leurs clients, et qui ne veulent pas non plus utiliser des noyaux de leur distrib pour les mêmes raisons de drivers à rajouter dedans. Il y a des cas où pas mal de distributions se focalisent sur le même noyau. C'est ce qui s'est passé notamment pour le 2632. Il y a eu des discussions initialement qui ont permis de prévoir à l'avance que le 2632 serait un LTS, et plusieurs distributions l'ont utilisé en même temps. C'est très bénéfique parce que du coup on bénéficie des bug reports de toutes ces distribs en même temps, et les mainteneurs des noyaux des distribs respectifs sont très très coopératifs. C'est-à-dire que d'eux-mêmes ils envoient très régulièrement des correctifs, et quand je dis des correctifs, déjà des fois c'est des tars entiers avec des centaines de patchs de tout un tas de choses qu'ils ont corrigées ou qu'ils ont récupérées dans les branches stables et qui maintiennent chez eux. C'est vraiment appréciable parce qu'on a un effet de communauté en fait. On gagne énormément de temps là-dessus, on gagne en qualité. Bon, en gros, comment ça se passe? Quel est un petit peu le cycle de développement? Donc, comment ça se passe en fin de vie, notamment sur un noyau stable? Donc, je disais tout à l'heure, on essaye d'avoir en général au moins 2 versions stables en parallèle pendant une certaine période de recouvrement. Qu'est-ce qui se passe après? Une fois que la version passée n'est plus maintenue, il n'y a plus de correctifs qui sont émis pour cette version, tout simplement. Donc on considère du jour au lendemain qu'elle devient obsolète. En général, c'est annoncé avec la dernière annonce d'une version stable. On dit celle-ci ce sera la dernière. À la différence des versions LTS qui elles donc vont durer plus longtemps, elles vont perdurer en même temps que les nouvelles versions apparaissent. Des fois, il arrive aussi que certaines versions soient récupérées par d'autres personnes. Par exemple, le 2634, qui n'avait pas vocation de durer très longtemps, a été récupéré et puis continue d'être maintenu. Pour l'utilisateur,
habituellement, quand on est en fin d'une release stable, bah, on est obligé d'upgrader. Alors, on peut très bien rester aussi sur ce qu'on a, mais après, ça dépend du contexte où on l'utilise, hein. Je pense qu'on a tous chez nous des machines qui ne sont pas à jour et qui dorment dans un coin, hein. Par contre, quand on a besoin d'avoir des choses à peu près stables, bah, si on est en fin de version stable, on est obligé d'upgrader, de passer à la suivante. Et des fois, c'est là où on trouve une motivation des gens aussi à migrer sur un noyau LTS, parce que quand ils en ont marre de refaire des mises à jour tous les 3 mois, bah, des fois ils se disent bon, je me mets là-dessus puis j'y touche plus. Bon, concernant les fins de vie des noyaux LTS, parce que c'est bien beau de se dire qu'on les maintient plus longtemps, mais à un moment donné, ils disparaissent également. Donc moi, j'en ai récupéré quelques-uns, qui étaient déjà commencent à se faire vieux. Le 2.4, je l'ai récupéré à l'époque du 2.4.33. Le mainteneur à l'époque, Marcelo Tossati, voulait faire autre chose et il voulait plus passer son temps là-dessus. Moi, je maintenais des branches de hotfix en parallèle, donc ça a été un petit peu l'occasion de m'a proposé de reprendre la main. Le 2.6.27, il y a eu un très très bon boulot qui a été fait dessus et moi je commençais à l'utiliser. Je dois dire que c'est un petit peu avec ça que j'ai migré du 2.4 vers le 2.6 parce que je continuais d'utiliser du 2.4 et le 2.6.27 était le premier qui marchait suffisamment bien pour moi. Quand j'ai vu qu'il commençait à marcher et puis que Greg parlait de l'abandonner, j'ai trouvé ça un peu dommage et j'ai proposé de reprendre la main. Euh, et le 2.6.32, bah, c'est un petit peu la continuité. C'est à partir du moment où vous avez un noyau qui commence à bien marcher et que vous êtes un peu jaloux des fonctionnalités des versions plus récentes, bon, bah, on est un peu tenté aussi de ne pas les laisser mourir. Donc aujourd'hui, bah, aucune de ces 3 versions n'a de fin de vie identifiée. Le 2.4, malgré tout, j'avais annoncé une fin de vie fin 2010. J'ai dit, s'il n'y a plus de correctifs importants pendant un an, bah, on arrête. Entre-temps, il y a eu une intrusion sur kernel.org. Ça a été assez difficile de réinstaller certains repositories. Enfin, on a perdu pas mal de temps. Et j'ai découvert pendant tout le temps où les kernels n'étaient pas dispo qu'il y avait des gens qui continuaient de m'envoyer des mails en demandant où est-ce qu'on peut trouver le 2.4. Et moi, j'ai été assez surpris parce que j'avais quand même posé pas mal de questions sur la mailing list, savoir si les gens s'en servaient encore. Il y avait des utilisateurs un petit peu éparpillés, mais sans plus. Et en fait, je me suis rendu compte tout simplement que les gens qui utilisent des versions stables, ils lisent pas la LKML. C'est plus compliqué que ça. Donc on peut leur dire aussi fort qu'on veut, ils ne le savent pas. Donc du coup, j'ai sondé un petit peu ces utilisateurs qui demandaient des noyaux de 4. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils ne se servaient pas des versions officielles. Eux, ils veulent juste des correctifs. Parce qu'ils ont une version qui tourne en prod depuis des fois 2 ans, 3 ans, des fois même des serveurs qui ne sont jamais rebootés. Ils ont un petit problème avec un port USB qui leur crache des erreurs de temps en temps. Ils veulent juste le correctif, ils veulent toucher à rien d'autre. Donc ils veulent simplement un accès au repository Git pour récupérer les patchs qui les concernent. Donc finalement, il a été convenu que le 2.4 qui devait être définitivement mort fin 2011, eh ben, on continue de maintenir l'arbre Git à jour, mais par contre, il n'y aura plus de release. Donc j'ai eu notamment des personnes qui travaillent sur les PPC, par exemple, qui m'ont envoyé pas mal de patchs pour supporter certaines de leurs cartes. Bon, voilà, c'est sympa. Je pense que de toute façon, ça ne va pas durer éternellement. Maintenant, ça ne coûte pas grand-chose à maintenir. Et justement, c'est l'autre point qui est marqué en dessous, c'est que à partir du moment où des noyaux deviennent vieux, les correctifs qu'on voit apparaître sur les branches plus récentes ne s'y appliquent plus, ils sont complètement sans rapport avec ces noyaux-là. Euh, c'est quand même intéressant parce qu'on a l'impression qu'on a convergé asymptotiquement vers quelque chose d'extrêmement stable. On a l'impression qu'il n'y a plus de bugs. Bon, à chaque fois qu'on a un trou de sécu qui remonte, on se dit que finalement il en reste. Mais on a l'impression des fois pendant un an qu'il n'y a plus de bugs. On ne voit pas planter un noyau, on voit que tout fonctionne. Il n'y a personne qui se plaint et c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir atteint un niveau de qualité qui est quand même pas mal. Donc, quel est l'effort que ça demande de faire tout ça? Bah, il y a plusieurs choses intéressantes sur des noyaux en fin de vie comme ceux que je maintiens. Je dois dire que ce n'est pas du tout la même chose pour les noyaux stables que vous avez l'habitude de voir, hein. Moi, pour ma part, mon boulot est relativement faible. Il faut voir que les utilisateurs de ces noyaux-là, bah, de toute façon, ils les utilisent dans des contextes où ils peuvent généralement pas rebooter tout de suite. Des fois, ils doivent planifier des reboots pour un mois, 2 mois, des fois 3 mois à l'avance. Ils ne peuvent pas forcément se permettre d'upgrader du jour au lendemain, même des fois sur des problèmes de sécurité. Euh, Des fois aussi, on se retrouve avec des correctifs pour des bugs qui ont été présents depuis que le noyau existe. Le 2.6.32, par exemple, il y a eu le bug sur les lipsecondes et les futex dont on a parlé il n'y a pas très longtemps, qui consommaient énormément de CPU quand il y avait des applis qui utilisaient des futex.
Bon, ce bug-là, il est présent depuis 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Bon, c'est la première fois que des utilisateurs le rencontrent. Aujourd'hui, ils savent très bien que de toute façon, pendant un an, ils ne seront pas touchés. Pendant un an minimum, ils ne seront pas touchés à nouveau. Donc en fait, ils ne sont pas pressés d'upgrader pour ce genre de choses. Et ces gens-là ne peuvent pas justifier du downtime juste pour un reboot, pour un bug qui ne les concerne pas. Donc en fait, il n'y a jamais vraiment d'urgence à appliquer des correctifs dans ces branches-là. Euh, il y a plein de patchs donc, qui ne sont pas intégrés parce que soit ils ne s'appliquent pas, ils sont vraiment sans objet par rapport à ces versions. Et des fois, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte que des correctifs sont faits un petit peu de manière hâtive. Ils induisent des régressions et après ils sont annulés ou corrigés ou refaits plusieurs fois. Moi, quand je passe mes patchs en revue, j'en vois pas mal des comme ça et souvent je suis bien content de ne pas m'être trop pressé parce que je me dis qu'au moins c'est des régressions en moins que j'ai intégrées. Euh, Bon, il y a le fait de travailler par batch. En fait, on en parlera un petit peu après du process. Malgré tout, le process de revue des patchs est suffisamment lourd. Il y a pas mal de scripts et d'outils un petit peu pénibles à utiliser. Le fait de pouvoir faire des batchs, ça aide quand même pas mal parce que du coup, on réduit l'overhead lié à tout le process qui est derrière. Donc, aujourd'hui, moi, j'essaye de me tenir à peu près à 3. J'aimerais bien arriver à faire 3 kernels par an. Ça prend pas mal de temps et je traîne un peu et j'ai tendance à en faire que 2, mais j'aimerais bien arriver à en maintenir 3. Bon, il faut arriver du coup à dédier pas mal de temps. En général, c'est minimum 2 jours de boulot non-stop. Donc des fois, je commence le samedi matin, puis ça se termine le dimanche soir. Enfin, si on peut encore appeler ça le soir d'ailleurs. Mais c'est vraiment du boulot, il faut rester concentré longtemps, entre autres à cause du grand nombre de patchs à passer en revue. Euh, des fois, il y a des backports qui sont très difficiles à faire. Euh, des choses, par exemple, qui touchent au file system, qui sont des zones qui évoluent. Certains drivers, tout ce qui touche à des locks ou des choses qui peuvent changer aussi, dont les sémantiques changent au fil du temps. Des fois, ils sont délicats à faire. Des fois, on préfère s'abstenir plutôt que de risquer de tout casser. Il faut bien comprendre que les utilisateurs de kernels très stables, en général, ils ont des contextes vraiment spécifiques. Par exemple, ils ne sont pas du tout concernés par les problèmes de sécurité locale ou les DOS locaux, les bugs locaux, parce que ce sont des serveurs qui tournent tout seuls. Ils n'ont pas d'utilisateurs qui viennent leur faire des blagues sur leur machine. Et j'ai un exemple notamment avec ça, il y a un déni de service sur les sockets Unix qui a été découvert il y a peut-être 2 ans maintenant. Le correctif était vraiment délicat, il a posé pas mal de soucis sur le 2.6. Sur le 2.4, on a regardé et ça nécessitait de changer énormément de choses. Les sockets Unix, c'est extrêmement utilisé entre plein de process, y compris en interne. Euh, le risque de tout casser en appliquant ce correctif, il était énorme. On risquait vraiment de casser des choses qui fonctionnent bien. Par contre, le fait de savoir qu'un utilisateur local est capable de planter la machine en lançant une boucle, sur du 2.4, aujourd'hui, on s'en fout, mais complètement. Parce que de toute façon, aujourd'hui, on ne fait pas tourner du 2.4 avec des utilisateurs locaux. Donc, en fait, l'arbitrage, souvent, il se fait comme ça. Donc, c'est pour ça aussi, notamment, qu'on regarde beaucoup les correctifs réseau, parce que souvent, les machines qui tournent avec des vieux noyaux, bah, ce sont des machines qui dorment dans un coin au bout d'un câble RJ45, et puis ça vit sa vie comme ça. Comment je me suis retrouvé impliqué là-dedans? Euh, Comme je disais au début, c'est le besoin d'avoir des noyaux stables pour mes divers usages, personnels ou professionnels. Par exemple, mon firewall frontal, chez moi, il est toujours en 2.4. Ça va faire, je sais pas, 3 ans que je ne l'ai pas mis à jour. Il fonctionne. Il tombe que quand il y a une coupure de jus et que l'onduleur est à plat. Donc, c'est franchement pas critique. Moi, il marche comme ça. Je sais que le jour où je veux le migrer, il faudra que je revoie toutes mes règles NetFilter parce que j'ai des scripts qui les génèrent et qui marcheront plus pareil. J'ai pas de motivation à le faire, ça marche et du coup, j'y touche pas. Pour l'usage professionnel, à ma boîte, on fait des appliances, des load balanceurs. Quand vous mettez un load balancer chez un client, lui, ce qu'il voit, c'est que c'est un produit qui garantit la stabilité, la disponibilité de toute sa plateforme. Donc on a besoin d'avoir des choses extrêmement stables. On ne peut pas se permettre de dire au client, ah bah tiens, on vous vend un truc et puis pensez à le mettre à jour dans 3 mois, puis dans 4 mois, puis dans 5 mois, c'est pas possible. Moi je vois des lots de balanceurs en prod qui tournent, des fois ils ont 2 ou 3 ans d'uptime et pour les utilisateurs c'est comme un routeur en fait, ça ne se reboot pas. On sait que ça tourne, ça marche, ça ne plante pas. Et quand ça répond aux besoins, les gens ne veulent pas y toucher. Ils savent très bien que s'ils commencent à le tripoter, ils risquent de casser des choses et de le regretter. Donc en fait, on ne peut pas se permettre d'avoir des noyaux un petit peu trop jeunes qui nous obligeront à faire des mises à jour un petit peu forcées derrière. Donc moi, je suis très intéressé en fait de récupérer des noyaux qui ont bien vécu. Quand je récupère les noyaux derrière Greg, ils ont déjà vécu pendant 2 ans, ils ont subi
peu près, en général, on a à peu près 5000 patchs qui ont été intégrés dans un noyau. Ils sont extrêmement stables et je dois dire que même si mes clients ne les mettent pas à jour, je sais que c'est pas grave parce que dans la pratique ça marche bien. Euh, J'avais commencé notamment tout ça avec la branche hotfix, donc qui se faisait en parallèle du 2.4 en 2005, justement pour ces raisons, parce que j'avais besoin de choses stables. À l'époque, le 2.4 bougeait un peu à cause des problèmes de compilateur. Vous vous rappelez peut-être qu'à l'époque où on passait de GCC 2.95 au GCC 3, à chaque nouvelle version mineure de GCC qui sortait, il n'y avait plus rien qui compilait. Et il y a eu beaucoup de casse qui a été faite sur le kernel 2.4 à cause des différentes versions de GCC. Aujourd'hui, on sait que le 2.4 il compile avec un GCC 3.4 correctement. On sait qu'il compile avec un 4.1 à peu près correctement. Au-delà, il ne faut pas jouer avec. Bon, à un moment donné, on a décidé d'arrêter la casse parce que les utilisateurs se plaignaient. Ils se plaignaient notamment que des drivers qui marchaient avant ne marchaient plus après. Donc, c'était quand même intéressant de maintenir des branches de correctifs en parallèle pour faire en sorte que les gens qui subissaient des régressions à cause des correctifs de compilo puissent continuer à avoir des noyaux qui fonctionnent. Bon, et puis après, je me suis essayé un petit peu sur le 2.6.20 et le 2.6.25 que j'ai commencé à utiliser qui ne marchaient pas si mal que ça, même plutôt bien. Et quand Greg les avait lâchés, en fait, moi j'étais plutôt content de ces noyaux, donc j'ai continué à jouer un peu avec. Bon, ça a été un petit peu un exercice aussi, c'est l'occasion de voir un peu comment marche le 2.6 et comment marche tout le process de release. Puis après, donc, j'ai récupéré le 2.6.27 et le 2.6.32 quand ils étaient en fin de vie. Bon, ouais, il reste pas mal de temps. Pourquoi je fais ça? C'est intéressant. Franchement, j'imagine que si vous êtes venu, c'est que pas mal d'entre vous jouez souvent avec du noyau. Il y a un petit côté addictif quand même. Vous vous rendez compte que c'est le premier truc qui tourne sur votre machine après le bootloader. Vous voyez, vous pouvez toucher de très près au matériel. Quand vous avez des nouveaux périphériques, c'est à travers le noyau que vous les voyez apparaître, que vous pouvez un petit peu les toucher, les modifier. Vous savez aussi que ça conditionne la stabilité, les performances. Ça conditionne pas mal de choses. C'est quand même, enfin, pour moi en tout cas, c'est très intéressant. C'est enrichissant aussi parce qu'on apprend énormément de choses. On apprend certaines façons de faire. Par exemple, je me souviens d'avoir découvert le principe des listes doublement chaînées du noyau il y a très très longtemps. Au début, je ne le comprenais pas. Je me disais, mais quand je voyais les macros, je me disais, il y a un bug là-dedans, c'est pas possible. Ça ne peut pas marcher ce truc. Parce que moi, j'étais encore sur les listes chaînées telles que je les avais apprises, soit tout seul, soit à l'école, enfin, toutes celles qu'on voit habituellement. Et en fait, on se rend compte que le noyau, c'est un endroit où on trouvait énormément d'intelligence qui a été collectée, plein de très très bonnes idées. Et ça donne une autre façon d'aborder certains problèmes qui est vraiment très très intéressante. Et on apprend énormément en fait en regardant du noyau. Donc comme je le disais, ça me permet d'utiliser des noyaux ultra stables. Ça, c'est un avantage direct pour moi. C'est complètement égoïste, mais moi ça m'arrange bien. Donc ça permet aussi à ma boîte d'avoir des produits stables. Je disais, c'est pas trop de boulot. Il faut bien voir ça aussi, c'est quand on s'engage un petit peu dans une tâche comme ça, il y a des gens qui comptent un peu sur nous. On ne peut pas non plus trop trahir leur confiance en disant ouais je prends puis finalement on ne fait pas. Donc il faut quand même se forcer un peu de temps en temps. Je dois dire que ça ne m'arrange pas tout le temps. Maintenant, j'arrive à trouver le temps de le faire. C'est une question de concentration, d'organisation. Et puis c'est intéressant, on a des retours aussi d'utilisateurs qui mettent ça dans des endroits complètement inattendus. Par exemple, il y avait un gars qui me disait qu'il utilisait le noyau de 4 sur des terminaux dans les gares qui affichent les horaires des trains et que la raison pour laquelle il utilisait encore aujourd'hui du 2.4, c'est que lui, il n'y avait même pas de quoi remettre ses périphériques à jour. En gros, il flashait le périphérique, il le fermait dans la boîte et puis il envoyait ça et puis il n'y avait pas de quoi faire des mises à jour. Donc pour lui, c'était même pas concevable d'avoir ne serait-ce qu'une mise à jour à faire derrière. Ça nécessitait de revenir démonter l'écran et changer le matériel dedans. Donc sur ce genre d'environnement, c'est amusant parce qu'on voit vraiment des usages où on ne s'attend pas à voir du Linux. Vous avez peut-être tous déjà vu un bel écran bleu de Windows ou un BIOS planté sur un écran dans une gare. Bon, bah, quand on sait qu'il y en a qui tournent avec du Linux, quelque part, ça fait plaisir. On se dit, il n'y a pas que Windows dans ces terminaux. Et puis un autre point aussi qui est quand même sympa,
je dois dire vraiment, il y a des gens très sympas dans la communauté du kernel. Greg m'a énormément aidé parce que il y a des process lourds, des choses qui ne sont pas faciles à faire. Il y a des scripts qui ne sont pas pratiques à utiliser parce qu'ils sont utilisés par peu de monde et on n'a jamais le temps de les mettre à jour. On utilise le script pour finir sa release un week-end et on se dit je corrigerai ça pour la prochaine fois, puis en fait on ne le fait pas. Donc j'ai eu énormément d'aide de la part de Greg, il est sympa, il n'hésite pas à réexpliquer 10 fois les choses s'il faut pour que je les comprenne, ce qui est quand même bien. Et puis, contrairement à ce que je m'attendais, en fait les utilisateurs sont vachement indulgents. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on est obligé de faire des régressions, on casse des trucs. Moi, quand je sors une release, ça arrive que ça compile pas ou que j'ai cassé des choses. Et moi, je m'attendais un petit peu au départ à voir les comportements qu'on voit sur pas mal de mailing lists où tout de suite, on a vite fait de se faire insulter pour avoir touché à des trucs qu'on n'aurait pas dû toucher. Et en fait, non, les gens viennent, ils proposent un correctif. Ils sont compréhensifs, ils se disent que finalement c'est un échange, on leur fournit quelque chose qui marche mieux en théorie, de temps en temps il y a un loupé, en retour ils participent à la correction puis ils nous en veulent pas. Donc je dirais que c'est un environnement de travail qui est sympa. En fait on se rend vraiment compte que tout le monde navigue dans le même sens et ça fait plaisir. À quoi ressemble le process Parce que c'est bien beau de dire qu'on fait des kernels stables, mais c'est peut-être bien de savoir un petit peu comment ça se passe. Enfin, je pense que ça vous intéresse. Le principe déjà, comme je le disais, normalement des patchs qu'on inclut dans un noyau stable, ils doivent être dans la branche upstream, dans la branche master. Bon, en fait ça va un petit peu plus loin, parce que quand vous maintenez des noyaux qui sont vieux et stables, les utilisateurs s'attendent à ne pas revoir les bugs qui ont déjà été corrigés quand ils feront une mise à jour vers une autre branche. Donc en fait les correctifs que je réintègre, ce ne sont pas ceux qui viennent de la branche master, ce sont ceux qui viennent de la branche stable au-dessus. Donc pour le 2.6.32, je vais chercher les correctifs dans le 3.0. Ça me donne la garantie que quelqu'un qui à un moment donné, quelle qu'en soit la raison, décidera de migrer du 2.6.32 au 3.0, il n'aura pas de régression par rapport à des correctifs qui n'auraient pas encore été intégrés dans le 3.0. Bon. Comme je le disais, encore une fois, il faut garder à l'esprit que ce sont des gens qui ne sont pas pressés de faire leur mise à jour. Donc si les correctifs attendent 3-4 mois, c'est pas grave. Il n'y a pas d'urgence dans ce domaine-là. Donc comme ça, par contre, c'est vraiment un élément important. Donc le début du boulot, ça consiste à énumérer un petit peu tous les patchs qui ont été ajoutés dans la version plus récente, donc en l'occurrence la 3.0, depuis la dernière séance de backport. C'est le gros du boulot. Parce que, comme je le disais, je fais pas ça souvent, et à chaque fois que je viens voir, je me dis, Greg, il en a encore mis le loucher. Là, en gros, ce que je dis, c'est qu'il y a entre 600 et 1000 patchs à passer en revue à chaque fois. Et ça prend un week-end. Surtout que je les lis tous. Donc bon, ça prend beaucoup de temps, et en plus, on ne comprend pas toujours de quoi il s'agit. Quand vous avez des bugs sur des sous-systèmes que vous ne connaissez pas, ça demande un peu de lecture. Des fois, ça demande aussi des échanges de mails pour comprendre un petit peu de quoi il en retourne. Et on est des fois un petit peu gêné quand même de demander à quelqu'un qui a corrigé un bug, de lui demander 6 mois après ce qu'il a voulu faire là-dedans, ou à quoi ça servait, parce qu'on a un petit peu l'impression quand même d'être un boulet pour lui. Donc du coup, on passe ces patchs en revue. Ensuite, dans les grandes lignes, faut pas trop se poser de questions. Parmi ceux qu'on a sélectionnés, on essaye déjà de les appliquer. Ceux qui appliquent, par principe, on les embarque. Ceux qui ne s'appliquent pas, on regarde si ça dépend du fait qu'il manque d'autres correctifs. On regarde si le travail de portage est facile ou pas. Et en général, après, on va aussi considérer ceux qui ont fait l'objet d'une alerte de sécurité. Il y a une mailing list spécialisée pour les alertes de sécurité. Il y a relativement peu de discussions dessus, donc ça permet de se dire quand on voit passer un truc, il ne faudra pas que j'oublie, parce que si vous en avez 10 par an, ça doit être le maximum, ça ne va pas chercher bien loin. Donc pour cela, il faut faire un effort particulier, y compris demander de l'aide dans certains cas. Bon, et puis tous les autres patchs, après, ils sont ignorés. Et éventuellement, moi je les laisse dans un coin. Je sais que je les ai ignorés, soit parce qu'il y avait des difficultés à les porter, ou parce qu'ils ne me semblaient pas très utiles. Et il arrive de temps en temps que des utilisateurs demandent à les intégrer a posteriori. Et puis après, le kernel en question est testé sur quelques archis avec différentes configs. Donc si on regarde un petit peu plus dans les détails, l'énumération, en gros, c'est un git log entre deux versions. Moi, je fais ça me sort un fichier de log qui fait plusieurs mégas.
Je passe quelques moulinettes dessus, mets ça en forme et puis j'édite ça à la main, juste pour dire lesquels je veux, lesquels je veux pas. C'est des process qui sont pas jolis à voir, mais dans la pratique, ce qui compte, c'est l'efficacité. En gros, on se balade dans un fichier, on remonte, on redescend, on tag ou on détag certaines lignes et ça va assez vite, on va dire. Comme je le disais, donc de toute façon, tous les messages de commit sont lus. Donc, ce qui est important, c'est la description que vous mettez dans les messages de commit. Quiconque fait un correctif, c'est vraiment important d'avoir un truc explicatif qui dit clairement quel est le bug, comment il se produit ou dans quelles conditions on le rencontre et s'il est important ou pas. Tous ces éléments-là, ça aide vraiment à décider. C'est trop fréquent encore aujourd'hui de voir des bug reports ou quand on passe sur certains messages de commit, on ne comprend pas du tout si on en a besoin. Et ça, c'est vraiment agaçant. Ça s'améliore petit à petit, mais il y a encore du boulot de ce côté-là. Bon, comme je disais, donc les patchs sont tagués et puis après je passe des scripts dessus pour les sélectionner, les extraire depuis la branche supérieure, depuis le fichier de log. Donc, deuxième partie qui prend beaucoup de temps, c'est intégrer les patchs. En gros, j'ai une organisation qui repose sur simplement des répertoires que j'utilise comme des files d'attente en quelque sorte, suivant le statut des patchs. Est-ce qu'ils ont été testés, est-ce qu'ils ont été validés, est-ce qu'ils ont été rejetés, est-ce qu'ils n'appliquaient pas, enfin différents critères. J'utilise un outil qui est pas mal, qui s'appelle Kilt, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est très sympa pour faire ça. En fait, c'est plus pratique que Git. C'est Greg qui m'a un peu forcé à faire ça et au final, c'est bien. C'est un outil qui marche en empilant les patchs les uns sur les autres et vous pouvez vous balader dans le futur, dans le passé, vous dépilez, vous réempilez les patchs. C'est pas mal parce qu'on n'a pas vraiment les problèmes de conflit qu'on pourrait avoir quand on fait du rebase, quand on va vouloir faire des modifications dans le passé avec Git. Avec Kilt, en fait, on navigue. En gros, il vous met votre arbre dans un état donné et il sait à quel niveau de patch il en est. Donc c'est très facile d'avancer ou de reculer et de remettre les patchs à jour. Donc c'est un outil qui est pas super documenté, qui est peu utilisé, puisqu'il n'y a quand même pas grand monde qui fait ce genre d'activité. Donc on a tendance des fois à s'échanger les tuyaux avec les quelques personnes qui s'en servent. Bon, c'est franchement pas simple à choper au départ. On a vite fait de se faire piéger sur quelques trucs, mais ça fait gagner énormément de temps. Ça vaut vraiment le coup d'investir du temps dessus quand on veut faire ce genre de tâches, parce que ça fait gagner du temps. Bon, après, ce qui n'applique pas et que j'arrive pas à appliquer, je le déplace vers une file à part. Et quand vous récupérez 1000 patchs, que là-dedans vous faites du tri, vous en sélectionnez que 200. Sur 200 patchs, vous en avez à peu près 160 qui ne s'appliquent pas. Donc, il ne faut pas perdre son temps. Si on commence à vouloir tous les corriger un par un, on n'en finit pas. Donc, d'abord, on les déplace et puis après, on les regarde une fois qu'on a fait le plus important du boulot. Sinon, on se rend compte à la fin du week-end qu'on a passé du temps à merger des trucs pas très importants et puis que les trucs les plus importants sont toujours pas commencés. Il y a à peu près 10% des patchs qui nécessitent d'autres patchs. Alors des fois on regarde un truc, tiens un correctif, lui il faut absolument le mettre. Et puis après on dépile et puis on se rend compte qu'il utilise des champs d'une structure qui a été ajoutée dernièrement. Et puis quand on commence à regarder ça, on voit que c'est une refonte d'un sous-système. Il y a plein de choses à dépiler derrière. Et des fois on se dit stop, j'en arrive à 10 ou 20 patchs juste pour en intégrer un. Il y a des chances que je casse tout, ça vaut pas la peine. Donc des fois, il m'arrive de demander à l'auteur du patch, est-ce que ça vaut vraiment la peine. Il y en a des fois qui vont dire, oh mais perds pas ton temps avec tout ça, il y a beaucoup plus simple, il y a un palliatif qui fera l'affaire et ça ira très bien. Donc c'est de l'arbitrage là encore. Faut vraiment pas être extrémiste là-dedans. C'est un peu Greg qui m'a appris ça. Faut pas hésiter à acheter des choses à la poubelle. Les utilisateurs savent réclamer de toute façon. Donc vaut mieux ça. Non mais, non, mais c'est vrai, vaut mieux ça que risquer de casser ce qu'ils ont chez eux, parce que à partir du moment où vous cassez ce qui tourne chez eux, après ils veulent plus faire de mise à jour parce que la confiance est perdue. Donc tant que les utilisateurs ont confiance, vaut mieux y aller doucement. Voilà, donc des fois je demande de l'aide. Par exemple notamment sur des trous de sécurité, il y a des gens qui remontent des trous de sécurité, volontairement ils ne donnent pas tous les éléments pour les reproduire. Du coup on fait le backport et on ne sait pas tester. Bon, alors du coup on ne sait pas si on a amélioré, si on a aggravé, ou si ça sert à rien. Donc là c'est pareil, faut communiquer pas mal avec les gens. Soit demander des explications, soit demander un élément, un moyen de reproduire le bug.
Euh, et d'une manière générale, je dois reconnaître que l'ensemble des mainteneurs des différents sous-systèmes sont vraiment très, comment dire, enfin, vraiment très arrangeants et très sympas là-dessus parce que j'ai jamais eu de refus ou de gens qui me disent j'ai pas le temps avec ça. J'ai l'impression que pour beaucoup de gens, en fait, c'est quand même important d'avoir des kernels stables qui marchent bien. C'est un petit peu aussi l'image de leur boulot qui est véhiculée sur le terrain, parce que c'est vrai que quand vous avez un kernel panique, même une fois tous les 6 mois, et que c'est toujours sur le même truc, au bout d'un moment, ça vous agace. Donc vous finissez par pas trop aimer certaines choses. Donc c'est quand même l'intérêt de tout le monde de faire en sorte que ce qui est déployé sur le terrain fonctionne bien. Et là-dessus, je dois dire que tout le monde participe bien. Les tests. Alors les tests, ça c'est pas tout d'intégrer les patchs, mais après il faut tester. Donc en général on build, ça marche pas, hein, donc faut pas rêver. Parce qu'on s'appuie sur des fonctions, des macros qui ne sont pas présentes dans les vieux kernels, donc il faut faire encore du backport sur d'autres choses ou des fois décider de virer le patch. Euh, des fois ça marche sur certaines archives, pas sur d'autres. Donc j'ai vécu ça encore dernièrement à mes dépens sur le 2.6.32.58. Du coup j'ai mis en place des process de test un petit peu plus avancés. Idéalement, j'essaye de faire des builds sur 3 archives différentes avec 2 configs chacune. Bon, ça garantit pas tout, mais ça permet de passer à côté des trucs, enfin de ne pas passer à côté des trucs les plus gros. La dernière fois, par exemple, je crois que j'utilisais une fonction qui n'était définie que pour x86. Bon, bah ça a cassé toutes les autres archives, ça s'est vu tout de suite, et je m'en suis un peu voulu de ne pas avoir essayé une autre archi. Donc ça fait partie des bonnes pratiques à avoir. Encore une fois, on a l'impression qu'on perd du temps parce qu'on voit des builds tourner pendant des heures parce qu'au bout d'un moment, ça se cumule en heures, hein. On a l'impression de perdre son temps, mais finalement, quand on voit un build qui casse, on peste un peu, mais on sait aussi que bah, ça casse chez nous et ça casse pas chez les utilisateurs. Donc au final, c'est quand même un gain de temps. Donc l'autre point aussi, c'est que bah, dans les tests, c'est bien de booter tout ça parce que bon, les builds, c'est une chose. Quand vous avez un truc qui boot pas et puis qui se plante dès le démarrage, vous vous dites que vous avez peut-être intégré un peu trop de patch. Donc c'est pareil à tester chez soi avant de tester chez les utilisateurs. Et très très souvent, des backports de patch, surtout dans des vieux kernels, ça casse des choses. Parce que le kernel, c'est quelque chose qui évolue rapidement. Donc ce qu'on applique en général ne marche pas exactement de la manière dont on l'attendait. Bon, faut reconnaître que j'ai pas tout le temps de refaire tous les tests. Quand vous vous retrouvez à corriger un bug, une erreur de build sur du x86, vous corrigez ça de la façon la plus évidente possible. Et puis comme vous aviez l'ARM qui marchait juste avant, bah, vous rebuildez pas sur l'ARM et puis manque de bol, ce que vous avez corrigé, bah, ça a cassé à côté. Ça arrive. Bon, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient assez difficile aussi de réitérer indéfiniment. Et puis, parce que souvent la nuit avance aussi. Donc, au bout d'un moment, on a des petits yeux et on se dit, bon, allez, ça marche, maintenant, on va pouvoir envoyer la release. Bon, donc c'est vrai que là-dessus, il y a encore de la place pour de l'amélioration. Bon, c'est une question de temps et d'organisation, très clairement. Ensuite, une fois que tout marche bien, bah, faut préparer la review. Alors, je faisais pas ça en 2.4. J'ai râlé au début quand je suis arrivé sur le 2.6 et puis qu'on m'a dit le process de release des versions stables en 2.6 il est différent parce qu'il faut passer par la preview. Donc en gros on envoie tous les patchs à la liste stable et puis il y a des personnes qui sont abonnées. Les différents mainteneurs passent les patchs en revue, ils disent oui ou non, tu prends pas. Bon, moi sur le 2.4 c'était plus simple, hein, j'intégrais les patchs que je voulais, je le balançais, je me faisais engueuler, j'en enlevais un et puis c'était réglé. Bon, sur le 2.6, le process est plus long, donc faut être beaucoup plus outillé pour faire ça. Donc ça m'a fait pester pas mal de temps, mais au final on y gagne énormément en qualité. Parce que je me suis rendu compte en fait que quand je lançais des previews comme ça, moi je m'attendais à ce qu'à peu près tout soit bon dedans. Et en fait on a énormément de retours sur le fait qu'il manque des patchs. Il y a d'autres correctifs qui sont nécessaires, ou il y a eu des régressions induites par tel patch et il y a tel autre patch à intégrer ensuite pour corriger les régressions. On a énormément de retours. Et je me rends vraiment compte que ça améliore sensiblement la qualité des kernels derrière. Donc en fait ce process est pénible, mais il est vraiment nécessaire. Donc pour ça on utilise toujours Kilt. Il y a une fonction mail, Kilt mail. Ça vous fabrique un gros fichier mailbox avec tous les patchs dedans. Il n'est pas dans le format qui nous intéresse, donc Greg et moi on a des scripts à base de set, de haut, qui a du Perl, il y a de tout, enfin c'est une horreur.
Euh, donc on retravaille des fichiers mailbox à la main. Bon, franchement, enfin, vous avez peut-être déjà tous tripoté des fichiers mailbox. Quand c'est pour vous, quand c'est pour aller rechercher des choses ou pour classer vos mails, vous vous dites que c'est pas grave si c'est pas très joli. Là, le problème, c'est que quand on casse des choses, c'est pour une mailbox qui est prête à être envoyée à des milliers de personnes. Donc, en fait, il y a, des fois, il y a un petit peu de stress quand même parce qu'on essaye de ne pas faire n'importe quoi. Parce qu'en général, une erreur est vue tout de suite et elle a vite fait d'être amplifiée. On a eu quelques blagues au début avec Greg, avec certains scripts qu'on s'était échangés, où il y a des mails qui partent, où il n'y a pas de sujet, enfin, bon, des choses comme ça. Et quand ça part en rafale, de toute façon, une fois que c'est lancé, c'est lancé. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un petit peu de stress avec ça. Du coup, moi, j'utilise aussi ce format inbox. Je fais une revue à la main avec Mute derrière. J'ouvre le fichier comme si c'était ma mailbox et je le parcours comme si je venais de recevoir le mail. Ça me permet des fois aussi de corriger des petits trucs ou de voir certaines choses. Ça permet pas de tout voir, mais ça permet de voir le plus gros quand même. Puis après, la mailbox est envoyée avec ForMail, qui est un outil qui va itérer sur une mailbox et puis qui va faire certaines actions. Donc là, en l'occurrence, on peut renvoyer toute une mailbox avec. À la différence de ce qui est fait sur les autres branches stables, moi je ne fournis pas de release candidate, de patch pour la release candidate, parce que les utilisateurs en fait de ces vieux noyaux ne testent pas. Ça, je l'ai appris déjà à l'époque du 2.4. J'envoyais des release candidates, je disais tiens voilà le patch en espérant. En fait, il y a un gars en Australie qui fait les tests de toutes les versions, je crois que c'est le seul. Donc, mais sinon, les gens ne testent pas et j'ai déjà eu des retours de choses qui ne buildent pas 6 mois, 9 mois après. Donc on se dit en fait, les gens ne testent pas, les release candidates, c'est pas la peine. C'est une perte de temps, c'est du boulot en plus. Depuis que les process ont été changés pour accéder sur kernel.org, c'est plus difficile d'aller déposer des fichiers dessus. Donc ça sert à rien de rajouter de la contrainte pour tout le monde en fait. Donc il n'y a plus de RC puis on n'en parle plus. Donc en gros, c'est essentiellement les mainteneurs et les auteurs des différents patchs qui donnent leur avis et ça suffit largement. Un truc que j'ai appris à mes dépens, quand on fixe des rejects avec Git, on fait un petit Git commit derrière. C'est nous qui devenons l'auteur du patch et c'est pas l'auteur initial. Bon, on n'y fait pas forcément attention quand on fait ça sur ses propres arbres, mais quand vous faites ça en intégrant des correctifs que certaines personnes ont fait, bah, vous vous retrouvez tout de suite avec des mails d'insultes en disant dis donc ça c'est mon patch, c'est pas le tien. Alors sur le coup vous comprenez pas et, et quand vous voyez que l'auteur du patch a changé, vous dites tiens c'est bizarre, je me rappelais pas avoir fait ce truc là moi-même. Bon, bah, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Je trouve ça très important en fait d'attribuer le crédit du travail à ceux qui font le boulot. Souvent c'est leur première motivation. Il y a énormément de gens qui contribuent des patchs sur la mailing list. C'est la première fois qu'ils contribuent un patch. Et ils en sont fiers et c'est normal. On a tous fait ça. Le premier patch qu'on envoie, on est content, on se dit ah ça y est, il y a mon boulot qui va être dans le kernel. Bon, bah, c'est pareil pour tous. Donc c'est vrai que c'est important de faire attention de ne pas leur donner l'impression qu'on leur a piqué leur boulot. Ils méritent d'être reconnus pour leur travail comme tous les autres. Donc j'y fais très attention, mais il m'arrive régulièrement de me faire avoir malgré tout sur ce truc-là, parce que très clairement, quand on est le nez dans le code, on ne fait pas toujours attention. Et je sais que ça continuera de toute façon, et de temps en temps, je continuerai de me faire engueuler par des gens qui me diront c'est pas ton commit, c'est le mien. Faut le savoir, il faut y faire attention. Donc, la phase de revue, en gros, une fois que j'ai envoyé les patchs à tout le monde, on peut appeler ça des spams, hein, parce que quand on en envoie 200 d'un coup, tout le monde n'a pas forcément envie de les recevoir, surtout pour des vieux kernels. Faut attendre assez longtemps, j'ai remarqué, sur les anciens kernels. Autant les stables récents, les développeurs des sous-systèmes les suivent de très près pour s'assurer que rien ne soit oublié. Pour les vieux kernels, ils regardent moins, ils n'ont pas tout le temps de jeter un œil là-dessus. Par contre, ce qui est sympa, c'est qu'il y en a pas mal qui prennent le temps d'aller bien vérifier. Et moi, je leur tire mon chapeau parce que des fois, quand je vois ce qu'ils arrivent à me dénicher, je me dis qu'ils ont forcément téléchargé tout le patch pour aller voir ce qui manquait dedans et puis essayer de l'appliquer ou de réintégrer leurs correctifs. Euh, donc faut attendre pas mal de temps. Avant, moi, je laissais 1 ou 2 jours de revue comme ça se fait sur les kernels stables standards. Et en fait, c'est trop peu. Il faut laisser facilement une semaine parce que sinon, on n'arrive pas à voir tous les retours. Bon, en gros, après, la file de patch, elle est ajustée en fonction des feedbacks, hein. Souvent, j'en enlève plus que je n'en rajoute. Bon, mais ça ne va pas bouger beaucoup. Sur 200 patchs émis, en gros, le delta il va se faire à peu près sur une vingtaine. Donc, c'est pas énorme.
Il peut arriver des fois de relancer une revue. Par exemple, si on m'indique qu'il manque un certain nombre de correctifs et qu'ils ont l'air un peu sensibles, par exemple tout ce qui touche à des includes, bah, ça a tendance à faire pas mal de casse. Donc des fois je préfère en remettre un derrière. Bon, et puis ce que je disais, les utilisateurs testent pas les patchs. Donc eux, en gros, ce qu'ils considèrent, c'est que les branches stables, c'est un service qui leur est offert gracieusement de mise à jour de leur système. Donc eux, ils s'attendent à ce que ça marche. Ils s'attendent pas à ce que ce soit cassé. Donc en gros, les release candidates, il ne faut pas rêver. De toute façon, des gens qui ont des serveurs en prod, quand ils ont besoin de 3 mois pour planifier un reboot, ils vont pas faire ça 2 fois de suite. Ils vont pas faire une fois le reboot pour le release candidate et une fois pour le vrai, hein. Donc ils attendent toujours la deadline. Bon, bah, ensuite la release. Bon, ça c'est la partie facile, c'est la partie que j'aime bien en général. Euh, Bon, je refais quand même quelques builds et quelques boots derrière parce que la file de patch a été ajustée. J'ai quelques scripts relativement simples qui réappliquent massivement tous les patchs qu'on a dans la file, ils les appliquent sur l'arbre. Il y a des bugs dans Kilt, c'est assez marrant parce que, enfin c'est même pas dans Kilt en fait, c'est dans Git, il y a un outil qui s'appelle Kilt Import je crois. Il y a quelques bugs dedans, donc je me suis fait avoir plusieurs fois. On se retrouve avec des arbres qui refusent catégoriquement d'appliquer quoi que ce soit. On efface tout, on recommence et là ça passe. Bon, Greg m'a dit qu'il avait les mêmes soucis, il voulait réécrire l'outil, mais c'est pareil quoi. Quand on sait qu'un rm-rf et un git clone ça règle le problème, on se pose pas de questions. Euh, Ensuite, moi je pousse ça dans une branche qui est pour Greg sur kernel.org. Lui il fait un pull et il fait un push dans le repository de destination. Avant, tout le monde avait accès dans le répertoire stable. J'ai même fait moi-même une boulette une fois. J'avais effacé tout le kernel de 4. J'ai dû faire un clone depuis un miroir avant que ça se voit. Donc là, on se fait peur. On se dit, tiens, il y a un petit peu trop d'accès là-dessus quand même. Bon, maintenant, ça a été bien fermé. C'est un peu le contraire. Sur le répertoire stable, il n'y a plus que Greg qui a accès. Au final, ça m'a simplifié le process, ça me fait des étapes en moins, et lui, il a ses scripts qui font tout le boulot tout seul. Donc ça fait un aller-retour en plus pour les patchs, mais par contre, c'est plus simple pour tout le monde et c'est plus fiable. Et puis moi, je dois dire que ça me tranquillise. On n'est jamais à l'abri non plus de se faire pirater chez soi. Bah, on est bien tranquille aussi de savoir que les accès sont limités. Puis après, bah, je me sens mieux pendant plusieurs mois. Parce qu'elle me dit, bon, voilà, ça y est, c'est fait. J'ai arrêté de perdre du temps et de faire perdre du temps à tout le monde. Donc, on est tranquille pour quelques mois. Sauf que, bah, souvent, il y a l'étape 7 sur 6. Bah, ça, c'est quand les gens disent, ce que tu nous as mis là, ça marche pas, c'est cassé. Bon, régulièrement, il faut refaire une release derrière. Mais ça, j'ai eu l'habitude et il n'y a pas que sur Linux de toute façon. Quand on sait que les gens ne testent pas, on a la première version qui est une release, les gens se jettent dessus, et puis après, il y a la deuxième version qui est le correctif de la release. Et j'ai remarqué depuis longtemps que sur pas mal de projets, mes correctifs, ils vont deux par deux. Donc bon, je m'en suis fait une raison et je me pose plus de questions. Donc en conclusion, ce qu'on pourrait dire, si un jour ça tente certains d'entre vous de se lancer dans ce type de tâche, c'est vraiment intéressant, c'est marrant à faire. Et puis, bon, par contre, il faut connaître ses limites. C'est-à-dire que ça apprend quand même pas mal d'humilité et ça apprend à faire plus confiance aux autres qu'à soi-même. De toute façon, quand vous avez un kernel entier, vous ne pouvez pas le connaître. Linus a dit un jour que lui ne connaissait plus le kernel. Moi, je le connais carrément moins. Donc, je tombe régulièrement sur plein de choses que je ne connais pas ou que je ne comprends pas. On a besoin sans arrêt de demander de l'aide. Et ce qui est sympa dans cette communauté, c'est que les gens qui font le même travail raisonnent pareil. Et quand vous demandez de l'aide à quelqu'un, ils ne vous prennent pas pour un charlot, en fait. Ils donnent volontiers de l'aide. Ça, c'est vraiment sympa. Bon, ça demande quand même une organisation qui nécessite du temps contigu pour pouvoir travailler d'une traite, parce que sur les quantités de patchs qui s'appliquent, c'est difficile d'arriver à faire des batchs plus petits et de les faire plus souvent. Donc il faut vraiment arriver à travailler pratiquement 2 jours non-stop dessus. C'est ce qui me fait défaut aujourd'hui. J'arrive à y accorder une journée de temps en temps, j'arrive pas à trouver les 2 jours et des fois ça me gêne un peu. Bon, maintenant c'est une question d'organisation. Beaucoup de scripts, et quand je dis des scripts abominables, il ne faudra même pas voir ce qu'il y a dedans, parce qu'il y a plein de lignes en commentaire où on a défait ce que d'autres ont fait avant nous, donc ça ressemble à rien, c'est aussi pour ça que je ne les montre pas. Mais par contre, ils font gagner énormément de temps, ils corrigent plein d'erreurs, où ils en évitent pas mal. Et puis, bon, on a besoin vraiment
du support de la communauté. Les personnes qui remontent les bugs, souvent on les néglige, mais en fait ce sont quand même les plus importantes, puisque sans les bug reports, il n'y a pas de correctif. Donc c'est pour ça que moi je pousse les gens à faire des bug reports. Puis donc les mainteneurs des sous-systèmes et puis tous ceux qui testent. Et puis, vous savez aussi que les utilisateurs sont satisfaits quand c'est eux qui vous envoient les patchs, parce que c'est une preuve qu'ils utilisent votre travail. Le simple fait qu'ils vous donnent un correctif en disant tiens, ce serait bien d'intégrer ça, ça veut dire qu'ils ne vont pas considérer que vous avez fait ça n'importe comment, mais simplement ils contribuent et ils participent à améliorer la qualité. Donc si un jour vous êtes tenté de vous lancer dans ce genre de tâches, c'est vraiment un petit peu ces éléments-là qu'il faut garder à l'esprit. Voilà. Puis c'est la fin. Il nous reste 5 minutes pour les questions, s'il y en a. Attendez, je vais vous donner le micro, comme ça on enregistre les questions dans la conf en même temps. Est-ce que vous utilisez ou envisagez d'utiliser l'outil coccinelle qui sera présenté tout à l'heure? J'en ai entendu parler tout à l'heure. En fait, j'avais déjà vu le nom de cet outil. J'avais trouvé ça intéressant, mais j'ai toujours pas regardé. Et tout à l'heure, Eric m'en a parlé. Eric Leblond, là-bas, m'en a parlé un peu. Il m'a dit que pour lui, ça faisait des miracles. Et j'attends la présentation avec attention. J'ai l'impression que je vais pouvoir gagner du temps sur pas mal de choses, que ce soit sur le kernel ou sur d'autres projets comme HAProxy. Oui, je suis assez curieux par rapport aux tests quand tu dis je valide. Ouais. Tu as des tests automatiques. Qu'est-ce Non, qui te fait dire que c'est validé? En gros, je fais des builds avec du all config ou du all mode config. Je boot les kernels résultants sur certaines machines. Je charge tous les modules. C'est important de charger tous les modules parce que de toute façon, si on en a un qui crache, c'est qu'il manque des trucs. Moi, ce qu'il faut, c'est que tout build, que je puisse booter et que je puisse charger tous les modules. Donc effectivement, il y en a qui ne vont pas se charger pour des questions de compatibilité de hardware ou simplement parce que sur ma plateforme, il n'y a pas tel ou tel driver. Mais je dirais que j'essaye de charger tout ce qui est à ma portée. Par exemple, ce truc-là, il me sert des fois quand j'ai des reviews en cours. Je tourne sur la release candidate pendant une semaine sur ce truc. Je le trimballe partout avec moi, c'est tout bête, mais ça permet de voir s'il y a des problèmes de stabilité. Il n'y a pas de moyen miraculeux pour faire de la validation exhaustive. Donc en fait, ça se fait un petit peu, je vais dire, pas au flair, mais au feeling. On sait comment ça marchait avant, des fois on se rend bien compte s'il y a des choses qui ne vont plus, et puis après, ce qui reste, malheureusement, c'est les utilisateurs, hein, c'est clair. Mais on a besoin d'eux de toute façon. Donc je dirais que pour moi c'est du donnant-donnant. Moi je m'engage à faire les backports de correctifs que j'ai identifiés du mieux que je peux. J'ai besoin aussi que les utilisateurs donnent un feedback et qu'ils ne gardent pas les bugs dans leur coin en râlant que ça n'a pas été corrigé. Ça marche dans les deux sens. Mais j'aurais aucunement la prétention de rien casser. C'est justement le côté stressant quand on fait une release, c'est qu'on sait qu'on a un risque énorme de casser des choses. Et je vous assure, quand on lit des correctifs, des commits qu'on ne comprend pas, des fois on est bien embêté. Parce qu'on se dit, ça a l'air de corriger un truc, mais je ne comprends pas quels sont les impacts derrière. Il me semble que quand on applique un patch, il est au moins possible que ça s'applique complètement bien. Le code à côté est exactement ce qui est attendu, mais ça casse quelque chose complètement ailleurs. Est-ce que ça arrive 10% du temps, 90% du temps? À peu près 80%. Okay. Voilà. En fait, c'est pour ça que les patchs doivent être petits. On dit qu'il faut des patchs de moins de 100 lignes. Il faut absolument qu'on puisse les valider à l'œil nu. On fait un guide diff, on regarde ce qu'on a fait, on regarde le contexte du fichier autour où ça s'est appliqué pour vérifier que ce soit pertinent. En fait, sur des noyaux qui sont relativement proches, ça arrive très peu. Mais quand on parle de vieux noyaux, le code a bougé, des fonctions ont été redécoupées, ça n'a plus aucun sens. C'est pour ça que j'ai autant de problèmes de compilation derrière, parce que des fonctions dont l'interface a changé n'ont même plus les mêmes noms de paramètres. Il y a plein de choses qui changent. Donc oui, ça arrive très très fréquemment. C'est pour ça que c'est un travail fastidieux, c'est parce qu'en fait, on est obligé de faire énormément de choses à la main. On ne peut pas trop reposer sur la machine pour tout faire toute seule. Je suis d'accord. Et il y a peut-être des outils du monde de la compilation qui pourraient être utiles. Peut-être. Coccinelle est un exemple. Ce que je fais moi, qui s'appelle MELT, qui est un domaine specific language, c'est un sorte de AWK dans GCC. D'accord. Ça pourrait peut-être servir. Peut-être.
Je ne sais pas, je connais pas. Mais je suis ouvert à ce genre de proposition. On devrait se parler plus. Je suis bien d'accord. Dernière question. Oui, j'avais une autre question sur l'utilisation de Quilt, Mhm. parce que nous, on l'utilise aussi nous-mêmes D'accord. assez fréquemment. Je voulais savoir, quand tu l'utilises, est-ce que tu es très strict sur l'application du patch, ou est-ce que tu laisses adapter le patch sur le fichier ou... on a déjà eu une blague où le patch s'est appliqué beaucoup plus bas et ça n'avait rien à voir. Ça rejoint la question de tout à l'heure, c'est que de toute façon, le contexte change tellement vu l'âge des kernels. En général, il y a 10 kernels d'écart entre le correctif et le correctif d'origine et puis celui sur lequel je l'applique. Donc de toute façon, oui, ça arrive souvent, mais ça arrive beaucoup plus souvent qu'il ne s'applique pas du tout. C'est très très fréquent que je sois obligé d'appliquer les patchs moi-même à la main par copier-coller en supprimant tous les plus au début des lignes. Faut pas se leurrer. Bien. Merci beaucoup. Merci.